Sur les traces des hommes de la préhistoire, aujourd'hui j'ai décidé de partir à la rencontre de Néandertal. Car figurez-vous que Néandertal, c'est le premier Européen. Il a vécu sur notre sol, bien avant notre arrivée à nous, les Homo sapiens. Aujourd'hui, il a disparu, mais il nous a laissé quelques souvenirs. Direction Étricourt-Manencourt. Ça sent bon. Alors me voici en Picardie, au milieu des champs de colza. Pourquoi? Eh bien parce qu'ici, bientôt, va commencer un chantier titanesque. On va construire à la place de ces champs un grand canal qui va relier la Seine aux canaux du nord de l'Europe. Mais avant de commencer ce chantier, les archéologues doivent s'assurer qu'il n'y a pas là, sous nos pieds, des traces du passé. Eh bien ici, ils ont déjà commencé à creuser et ils ont trouvé des traces de l'homme de Néandertal. Tiens, ils sont là, les archéologues. Sur ce champ de fouilles, les archéologues utilisent des pelleteuses et des engins de chantier. Et pour cause. Ok. Bonjour. Bonjour. Car ici, ils ont creusé une pyramide à remonter le temps. Ah oui, c'est très impressionnant là. Voilà, donc ici on a à peu près 250 000 ans d'histoire géologique. Et alors, est-ce qu'on peut descendre tout au fond pour aller voir? Tout à fait. Là, on descend dans le passé. Voilà, chaque marche est de l'ordre de 40 000 ans à peu près. La première marche, c'est celle d'Homo sapiens. En dessous, seul Néandertal existait en Europe. Et c'est dans ces couches plus basses que les archéologues ont trouvé des centaines de pierres taillées. Preuve que Néandertal est passé par ici. Donc c'est le cas ici en fait. Voici un silex qu'on retrouve dans ces niveaux archéologiques. Alors, je peux regarder? Ça ressemble à un morceau de caillou. Pour vous, ça veut dire autre chose? Alors, sur la pièce, en Oui. fait, on a les stigmates de la percussion. Ici, avec cette présence d'un bulbe, c'est le signe de l'intervention en fait, de l'homme qui est venu frapper en fait, avec un percuteur sur un bloc de silex pour obtenir cet éclat. Le dernier homme à avoir touché ce silex, c'est donc Néandertal. Moi, ça me fait quelque chose. Trouver des traces de Néandertal en Picardie, ce n'est pas une surprise. Car il est apparu en Europe, et jusqu'à l'arrivée de Sapiens, à moins 40 000 ans, il y a vécu seul. C'est un homme d'une autre espèce que la nôtre, plus trapu et plus massif. Ses traits sont plus épais, ses arcades plus volumineuses. Il chasse, il cueille et se déplace d'un abri naturel à l'autre. Néandertal était plus que tout autre un nomade, tout simplement parce que sa vie est complètement inféodée au milieu animal. Or, le milieu animal est un milieu qui est dynamique, qui bouge. Nous sommes face à des troupeaux d'herbivores qui sont par nature grégaires, qui se déplacent, qui ont des cycles, qui sont saisonniers. Et donc, Néandertal ne fait que suivre ces troupeaux pour les capturer à certains moments de l'année. Donc, il y a effectivement une forme de nomadisme qui est omniprésente dans le quotidien des Néandertaliens. Et si l'on retrouve ici des traces de Néandertal, c'est donc que ce lieu était certainement propice à la chasse. Il semblerait cependant qu'il ait beaucoup changé en 300 000 ans. C'est en tout cas ce que les archéologues peuvent aujourd'hui lire dans la terre. Alors ici, ces coupes nous permettent de comprendre environ 130 000 ans de l'histoire de ce lieu en Picardie. Il y a des différences de couleurs qui sont visiblement aux yeux, mais également des différences de texture. Quand on les touche, on sent, quand on les gratte, on sent que c'est un peu différent entre là et là, par exemple, où c'est plus argileux, plus collant. Ah oui, effectivement. Alors pourquoi? Parce que la Terre est modifiée par le milieu, par l'environnement. Si vous avez un environnement très boisé, avec beaucoup d'arbres, beaucoup de végétaux, ces arbres, ces végétaux, en mourant, pourrissent, et en pourrissant, forment du terreau. Et ce terreau va modifier la couleur et la texture du sol. Ici, la partie inférieure, en brun orangé, Donc moins 130 000 ans. voilà, correspond à un climat comme le nôtre, peut-être même un petit peu plus chaud que le nôtre. Et donc, c'est des environnements très boisés. Et ici, nous sommes à une rupture. Ça correspond à une lente dégradation du climat qui est de plus en plus frais, avec un environnement forestier, toujours forestier, mais plus humide. Et par la suite, nous avons, même si ce n'est pas très visible comme ça
quand on n'est pas habitué, une succession de sols de steppe. Donc c'est de plus en plus frais, de plus en plus froid, et on arrive à une période où là, c'est un désert glaciaire. Et là, Néandertal... Et là, plus d'habitants, parce que la faune disparaît. Donc tout le nord de la France est abandonné pendant plusieurs milliers d'années. Et il reviendra par la suite. Alors aujourd'hui, il fait un peu frais, mais alors à cette époque-là, ici, c'était la Sibérie. En effet, durant les 250 000 ans au cours desquels a vécu Néandertal, la Terre a changé plusieurs fois d'inclinaison et d'orbite, ce qui a provoqué d'immenses changements climatiques. Les grands glaciers du nord de l'Europe n'ont cessé de reculer et d'avancer. Le niveau de la mer, lui aussi, a beaucoup changé. 30 000 ans avant notre ère, on pouvait même rejoindre l'Angleterre à pied. Les archéologues ont pu restituer la faune et la flore de l'époque. En période tempérée, l'essentiel du territoire, ce sont des feuillus et des conifères. Néandertal cohabite alors avec des cerfs, des sangliers ou encore des chevreuils. Pendant les périodes glaciaires, la forêt laisse place à la steppe, habitée par le renne, le rhinocéros laineux ou encore le mammouth. Néandertal, lui, s'adapte à ces bouleversements. C'est un petit peu comme les populations inuites, si on les laissait encore quelques dizaines de milliers d'années dans un environnement extrêmement rigoureux, très sévère, finiraient par se modifier anatomiquement. Il y a une sorte d'endurcissement au froid, la nature osseuse, la déperdition des chaleurs, on s'auto-protège. C'est le corps qui répond à ces contraintes climatiques. Et donc les Néandertaliens ont par exemple une stature légèrement inférieure à celle des hommes modernes, une ossature au contraire un petit peu plus charpentée, bref, une anatomie qui s'est progressivement adaptée à ces froids. Néandertal a donc dû s'adapter à un monde changeant. Mais comment faisait-il pour s'attaquer, avec juste quelques silex taillés, à des bêtes aussi féroces que les rhinocéros ou les mammouths? Pour en savoir plus, je me rends en Picardie toujours, à Croix-Moligno. Je suis à Croix-Moligno, un petit village picard, a priori rien de spécial, sauf qu'ici il y a une densité d'archéologues au mètre carré assez impressionnante, puisque pour 309 habitants, il y a en ce moment 120 archéologues qui travaillent en permanence. Donc c'est mignon ici, c'est tout en briques, c'est trop mignon. Je crois que c'est là. Fouille numéro 38. Ah oui, alors c'est donc ici que les archéologues rapportent toutes leurs trouvailles des champs de fouilles. Ah, il y en a beaucoup, hein, c'est impressionnant. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression qu'il y a des choses intéressantes. Ça doit être, je pense, un tibia, un fémur, un truc. C'est énorme, hein. Et ici, les archéologues travaillent sur une découverte pas banale qui date de l'époque de Néandertal, justement. Bonjour. Bonjour. Une défense de mammouth, retrouvée pratiquement entière. Alors ça veut dire que pas loin d'ici, dans les prés, il y a des mammouths qui gambadaient. Il y a combien de milliers, de dizaines ou de centaines de milliers? Alors là, bon, pour ce site, on est probablement, il y a, on va dire, 30 à 50 000 ans. On n'a pas encore de précision de datation. Par contre, ce n'était pas dans les prés, mais c'était dans les steppes. Pour parler de l'homme de Néandertal, est-ce que le mammouth était un de ses plats favoris? Alors, c'est en tout cas plat favori, probablement. C'est en tout cas un animal très courant. On retrouve beaucoup de restes de mammouth. Donc, on pense qu'en effet, il faisait partie de manière assez récurrente du gibier. Néandertal mangeait donc des mammouths, mais rien ne prouve qu'il les chassait. Peut-être étaient-ce des mammouths déjà morts, des charognes. En revanche, ce dont les archéologues sont sûrs, c'est que Néandertal chassait et mangeait des bisons. Donc là, on a en plus des restes osseux de bisons qui présentent un profil particulier de l'os. On n'a pas un os entier, on a un os fracturé avec une fracturation assez caractéristique qui normalement résulte d'une fracturation, d'une percussion de l'os après avoir retiré la viande pour accéder à ce boudin de moelle qui est très lipidique, donc très nutritif pour les hommes. Et donc c'est à cette forme que vous reconnaissez l'intervention de la main de l'homme. C'est-à-dire qu'un os ne pourrait pas se casser comme ça naturellement. Non. Les restes d'un repas néandertalien. Néandertal n'hésitait donc pas à s'attaquer à de puissants animaux.
Pourtant, les armes qu'ont retrouvées les archéologues sont vraiment rudimentaires. Néandertal n'avait pas inventé le propulseur, la fronde ou l'arc. C'était donc très dangereux pour lui, car il devait s'approcher très près de la bête. Donc, ce que pensent les archéologues, c'est qu'il chassait par la ruse en poussant les animaux à l'aide de pieux vers des pièges naturels comme des marais, où les mammifères s'empêtraient. C'est uniquement par la connaissance du gibier, par l'organisation sociale, on peut le dire, collective, avec par exemple des guetteurs, des meneurs, des rabatteurs, des hommes qui étaient dévolus pour tuer et abattre les animaux, qu'il a pu se procurer de manière régulière et sans trop prendre de risques également cette nourriture. Et je dis sans trop prendre de risques, parce que aller vous attaquer un troupeau de bisons en vous organisant dans l'après-midi, ça ne s'improvise pas. Donc ça suppose des connaissances techniques, environnementales, éthologiques, c'est-à-dire liées aux habitudes du gibier, mais aussi une vraie organisation pour éviter la prise de risque minimum et pour un résultat maximum. Patrick Auguste a aussi découvert la signature de Néandertal sur cet os d'auroch, l'ancêtre du bœuf. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a pu mettre en évidence ici des traces de découpe laissées par un outil en silex afin de découper la partie charnue, la viande, concrètement, de la récupérer. Je montre juste la petite strie à la caméra parce que c'est quand même assez infime. Il faut faire un sérum. Il faut avoir l'œil, il faut avoir l'œil d'un archéozoologue pour remarquer ce genre de choses. Et il y a toujours des jeux de lumière rasante qu'il faut. Petite strie, la toute petite. Et qui est donc la marque. Alors nous, évidemment, on ne le distinguerait jamais, mais vous le savez, c'est la marque de l'intervention humaine. Alors justement, puisqu'on parle de ça, il y a une expérience qui a été menée par vos collègues archéologues. On regarde. Ça s'est passé à Villeneuve-sur-Tarn, en Haute-Garonne. Alors ici, on voit la dépouille d'un bison qui est mort de vieillesse dans un zoo. Et on voit que les archéologues découpent la peau, la viande, avec des silex. En fait, ce sont des imitations, des reproductions de silex identiques à ceux utilisés par Néandertal. Et on voit donc ici que l'homme d'aujourd'hui essaye de reproduire le geste de l'homme d'autrefois, avec les mêmes outils. Ça marche pas mal. Ça marche pas mal. On a la chance d'avoir un boucher professionnel qui a été tenté par l'expérience. Alors pendant cette expérience, les archéologues ont également réalisé des moulages de silex avant utilisation pour voir exactement à quel endroit ils étaient usés. Ce qui permet de mieux connaître la façon dont Néandertal utilisait ses silex. Et ce qui permet aussi, lorsqu'on retrouve un silex, de savoir à quoi il avait servi et comment il avait été utilisé. Alors c'était un très gros mangeur, Néandertal ? Alors, on estime donc leur dépense énergétique à environ 5-6 000 kilocalories, bien plus importante, presque 2 fois plus que celle de l'homme moderne, on va dire, dans un contexte plus sédentaire. Oui, parce que vous et moi, on mange à peu près 3 000 calories par jour. Voilà, ça. alors après, il y a une différence entre le sexe. Si on oui, vous mangez peut-être un peu plus que moi, ou quoi que. A priori, pas forcément, parce que je mange bien aussi. Voilà. Mais en contexte naturel, on sait que de toute façon... Mais en tout cas, on ne mange pas autant que Néandertal. Voilà. C'est sûr. Cet étrange ancêtre était donc un grand mangeur, un grand chasseur. Et pourtant, il n'était pas en haut de la chaîne alimentaire. C'était aussi la proie de féroces carnivores qui pouvaient n'en faire qu'une bouchée. Des archéologues ont retrouvé les traces de leur funeste rencontre à 30 km d'Angoulême. Les propriétaires de cette magnifique demeure sont habitués à voir des archéologues. Sur leur domaine se trouve une grotte exceptionnelle, celle de la Chaise-Vouton, qui est normalement fermée au public. Je crois que c'est par là. On va changer de décor. Alors j'ai rendez-vous sous la pluie, en pleine forêt, dans une grotte, avec 2 archéologues qui ont fait une étonnante découverte il y a quelques mois. On est tout près parce qu'en fait ici, on est devant une grotte très importante qui a été fouillée depuis le 19e siècle, depuis le milieu du 19e siècle, et dans lesquelles les archéologues ont fait des découvertes absolument incroyables sur Néandertal. Mais c'est pas là que j'ai rendez-vous, c'est un peu plus loin. La grotte que je laisse derrière ces grilles est un site archéologique majeur. Elle a été fouillée jusque dans les années 80. 70 restes humains de néandertaliens y ont été retrouvés, provenant d'individus assez jeunes. Pourquoi sont-ils morts ? Ont-ils été enterrés ? Personne ne le sait. On sait juste que Néandertal a occupé les lieux ponctuellement pendant des centaines de milliers d'années. En revanche, la grotte dans laquelle j'ai rendez-vous n'a jamais été fouillée. Bonjour, il y a quelqu'un? Bonjour? Oui, bonjour. Ah, bonjour.
Bonjour, Nadia, enchantée. Bonjour. Bonjour Jean-François. Alors, il paraît qu'ici, c'est votre nouveau terrain de jeu. Vous y faites des découvertes. C'est une sorte de terrain de jeu. C'est ça? C'est un terrain de jeu de préhistorien, mais c'est aussi un terrain de jeu de blaireau. Et Ah oui, c'est l'animal. justement l'animal. L'animal. Oui. Un blaireau a creusé un trou dans cette cavité, et là, un spéléologue a trouvé, il y a 2 ans, un os de néandertalien, comme ça, exhumé par les blaireaux. Là, ici. Ici, simplement. Et alors, vous pouvez nous le montrer? Bien sûr. Voici. Le voici, c'est le corps de l'os, on appelle ça la diaphyse. Il manque les extrémités. Et la morphologie est caractéristique de l'homme de Néandertal. En y regardant de plus près, les archéologues ont aussi repéré ces petites marques. Ça, on connaît bien ce type de marques sur l'os. Ce sont des marques qui sont faites par des dents de grands carnivores. Loup ou bien, plus vraisemblablement, hyène. Cet os a été mâché. Donc cet homme de Néandertal a été dévoré, peut-être, par une hyène ou plusieurs? Dévoré, oui, c'est pratiquement certain. Est-ce qu'elles ont attaqué un homme vivant? Est-ce qu'elles ont ramassé un cadavre qui traînait à la surface d'une des grottes environnantes? Est-ce qu'elles ont déterré un cadavre qui était enterré? On sait que les hyènes actuelles font ce type d'activité. Là, la science ne peut pas répondre à cette question. En tout cas, cet os a été cassé à l'état frais et a été croqué. Et pour que cet os soit rongé, c'est qu'il devait être encore... il devait être goûteux. Peut-être que le reste du squelette de cet homme se trouve sous nos pieds, dans cette caverne. C'est impressionnant. Il faut faire attention où on met les pieds. Ce qui est sûr, c'est que les archéologues ont retrouvé ici la tanière de l'hyène. Ah, c'est sportif, l'archéologie. Qu'est-ce qu'on voit ici? Parce que moi, avec mes yeux de profane, je ne vois pas grand-chose. Je vois de la terre, je vois des pierres. Donc, dites-moi un petit peu ce qu'il y a à voir ici. Alors, le long de la paroi, là, sur votre gauche, vous voyez des... Ici, là. Voilà. D'accord. Vous voyez des objets qui sont allongés. Ce sont des ossements d'animaux qui ont servi de repas aux hyènes. On est dans leur salle à manger. La cohabitation n'était pas une cohabitation pacifique et il est tout à fait vraisemblable que les Néandertaliens évitaient d'être en contact avec les hyènes, tout comme les hyènes devaient un petit peu éviter ces hommes qui étaient quand même dangereux, qui vivaient en groupe, qui faisaient du feu. Donc il y avait une cohabitation, mais pas exactement au même lieu, au même moment. C'est un espace très étroit ici parce que les hyènes affectionnent les petites galeries profondes parce que dans leur tanière, elles élèvent des jeunes. Et ces galeries profondes permettent de les protéger d'autres prédateurs. C'est que ça? Alors voilà Vous avez plein de merveilles là-dedans. le coupable, absolument. Voilà donc là, le prédateur, voilà une mâchoire, une mandibule. C'est une mâchoire très puissante qui est faite pour dévorer les cadavres. Alors justement, je vous propose qu'on regarde un petit document pour comprendre un petit peu mieux qui était cette hyène des cavernes. L'hyène des cavernes a aujourd'hui disparu. Elle était beaucoup plus grosse que l'hyène actuelle. La pression de sa mâchoire atteignait 2 tonnes au centimètre carré. En comparaison, celle d'un gros chien est 10 fois moins importante. Néandertal, face à une meute d'hyènes, avait donc peu de chances de s'en sortir. Ça, c'est une dent d'hyène. Ça se passe de commentaires, non? Chaque fois qu'il arrivait dans une grotte, Néandertal pouvait se retrouver nez à nez avec des hyènes, mais aussi des ours, des loups ou des lions, qui lisaient eux aussi domicile dans ces cavernes. Mais Néandertal a aussi dû cohabiter avec un autre animal étrange. C'est Homo sapiens. Il arrive en Europe vers moins 40 000 ans avant notre ère. Il vient d'Afrique et après avoir traversé le Moyen-Orient, il va peu à peu conquérir le territoire de Néandertal. Comment s'est passée cette rencontre? Est-ce Homo sapiens qui a exterminé Néandertal? Je vais poser ces questions à une spécialiste, à Paris cette fois. Ah voilà, Institut de paléontologie humaine. Waouh, superbe bâtiment. C'est là, regardez, au milieu des singes, eh bien, il y a Néandertal.
ferme ici. Ça bosse. Le parquet craque bien sous les pieds. Ça sent bon le vieux bois. J'ai l'impression que le temps s'est arrêté ici. C'est là que j'ai rendez-vous. Bonjour Marilène Patou-Matis. Bonjour. On est dans un endroit assez incroyable ici. Qu'est-ce que c'est que tous ces crânes? Alors ici, c'est l'Institut de paléontologie humaine qui accueille le département préhistoire du muséum. Donc, Et cette salle en particulier, Voilà, c'est la salle des crânes, comment vous l'appelez? Exactement, c'est la salle d'anthropologie. Donc nous avons ici la chance d'avoir presque tous les moulages de tous les fossiles d'hominidés anciens, de tous nos ancêtres connus, donc il y a les moulages. Et nous avons aussi des collections de crânes actuels qui viennent de tous les continents. Ah oui, on est encore là où j'avais Voilà, même pas vu, d'accord. exactement, ce sont des crânes actuels qui nous permettent de faire ce qu'on appelle l'anatomie comparée. Ici sont conservés les moulages des plus importants vestiges de néandertaliens retrouvés par les archéologues. Il y a aussi ceux des premiers Homo sapiens. Marilène Patou-Matis les a tous étudiés. Et pour elle, les choses sont claires. On n'a rien qui montre qu'il y a eu conflit, qu'il y a eu bagarre, qu'il y a eu guerre. Il n'y a pas un indice. C'est-à-dire qu'on n'a pas de traces de massacre, on n'a pas de crâne fracassé, des pointes moustaches, des pointes de silex dans les... Rien. Et qu'est-ce qui se passe? On revient à l'archéologie, on revient au terrain. Qu'est-ce qu'on voit? D'un seul coup, à ces périodes-là, on a vraiment une multitude de petits sites où ont vécu soit des néandertaliens, soit des hommes modernes, très peu de temps. Il y a peu de traces de boucherie, c'est-à-dire qu'ils ont peu dépecé les animaux, il y a peu d'outillage, etc. Et pourquoi? Au lieu de les affronter, de les rejeter, ils ont bougé. C'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'on appelle un processus d'évitement, c'est-à-dire qu'ils ont évité le conflit. Face à l'arrivée de Sapiens, Néandertal aurait donc fui. Toujours plus loin, toujours plus vite. Et c'est peut-être ce qui a provoqué son extinction. Et là, la démographie baisse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'enfants. Quand on est très mobile, on a très peu d'enfants. Ce sont les sédentaires qui ont le plus d'enfants. Et donc là, ce qui va se passer, voilà, quand on est deux, il faut faire deux. Si on ne fait pas deux, si on fait un seul, il y a une chute démographique qui s'enclenche. Et je pense que cette chute a été vraiment fatale aux Néandertaliens. Néandertal a donc peu à peu disparu. Oui, mais voilà, il y a peu, la science nous a fait une drôle de surprise. C'était le 7 mai 2010. Un chercheur de l'Institut Max Planck en Allemagne réussit à décrypter l'ADN de Néandertal. Et il révèle l'impensable. Nous aurions, nous, les Indo-Européens, jusqu'à 4% de gènes néandertaliens. Incroyable, non? Jusque-là, on avait totalement nié le métissage possible entre Néandertal et Sapiens. La barrière de l'espèce semblait infranchissable. L'ADN nous révèle aussi que Néandertal avait la peau claire et qu'il possédait un gène, le FOXP2, impliqué dans le processus du langage. On pense donc que Néandertal parlait. Jamais il ne nous a paru aussi proche. L'image de Néandertal a longtemps été véhiculée par les médias ou par la bande dessinée ou par des reconstitutions qui nous montraient un être assez fruste et vêtu d'oripeaux en peau de bête et on supposait un langage très sommaire, voire une absence de langage. Or, le registre archéologique nous démontre, sinon le contraire, mais en tout cas nous montre une société assez organisée, assez complexe, une société en équilibre, tout simplement parce qu'on constate que pendant 250, presque 300 000 ans, ces sociétés ont évolué, ont survécu en s'adaptant à des changements climatiques. Donc cet équilibre technique, alimentaire, économique et culturel aussi, il ne faut pas oublier le volet culturel des Néandertaliens, montre quelque chose d'assez harmonieux, d'assez équilibré, qui impose le respect. Donc l'archéologie va encore nous révéler beaucoup de secrets sur Néandertal, cet homme que l'on croyait si loin et qui est finalement si proche de nous, puisqu'il vit encore en nous, quelque part. Je ne sais pas encore vraiment où, mais quelque part, c'est sûr.